Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 28 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après plusieurs jours passés à l'étranger. Il était au Koweït, en France et enfin au Rwanda, où il a assisté hier à la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim à l'ex-présidente libérienne Ellen Johnson-Sirleaf. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontalo, multiplie les séances de travail à New York aux États-Unis. Lors de sa mission à l'ONU, il a pris part à un panel de haut niveau et s'est entretenu avec plusieurs personnalités, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'Association des raffineurs et distributeurs africains était en Assemblée générale en Afrique du Sud. Une rencontre autour du thème « Allons de l'avant ». Les experts du pétrole appellent à l'utilisation de carburants propres par les pays africains et la réduction du taux de soufre d'ici à 2020. Enfin, le Togo vient de célébrer le 58e anniversaire de son indépendance. Le président Faure Gnassingbé, qui fait face à une contestation de son pouvoir par l'opposition, a redit sa volonté de respecter le calendrier électoral de cette année 2018. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La couleur de l'argent, c'est le titre d'un roman. L'auteur est l'écrivaine ivoirienne Constance Mariam Komara. Elle est notre invitée de la page culture de ce 20h. Inspecteur d'éducation en poste au ministère de l'Éducation nationale. Après 20 ans d'enseignement dans les lycées et collèges, elle a à son actif 7 œuvres, dont son premier roman, La couleur de l'argent, qui relate l'histoire d'une jeune commerçante, Adam, qui rêve d'être riche, mais y parviendra-t-elle? Du Mali au Sénégal, en passant par l'Inde et les Émirats arabes unis, l'auteur nous fait voyager avec cette interrogation. L'argent fait-il le bonheur? Bienvenue, Madame Komara, sur notre plateau. Merci. Bonsoir, Madame Goran. Alors, La couleur de l'argent est votre premier roman. Oui. Et c'est un titre accrocheur. Quand on parle d'argent, ça accroche toujours. Absolument. Mais que voulez-vous dire par cette métaphore, la couleur de l'argent? L'argent, généralement, on matérialise l'argent par des billets de banque ou bien des pièces de monnaie. Mais est-ce que c'est véritablement la vraie couleur de l'argent? Voilà, l'argent a une couleur et il faut savoir retrouver la bonne couleur, la meilleure couleur pour mieux vivre. Et vous allez nous dire la vraie couleur de l'argent. La suite, ce sera dans la page culture. Et vous nous ferez, comme je l'ai dit, voyager dans 4 pays pour nous parler de cette couleur de l'argent. À tout à l'heure, Madame Constance Mariam Komara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce samedi après plusieurs jours passés à l'étranger. Il était au Koweït, en France et au Rwanda. Et justement sur place, au Rwanda, le président Alassane Ouattara a assisté hier à la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim à l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, première femme à la tête d'un État africain. Elle a reçu ce prix pour son leadership d'excellence en Afrique. Ellen Johnson-Sirleaf est la 5e personnalité africaine récipiendaire du prix Mo Ibrahim. Viviane Aimé nous en dit plus. C'est une salle debout qui a applaudi, entonnant pour certaines des chants de mobilisation, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, lauréate de l'édition 2018 du prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Dans la grande salle de cérémonie du Convention Center de Kigali, avaient pris place de nombreux invités, au nombre desquels plusieurs personnalités de haut rang, dont 2 chefs d'État en exercice, le président Paul Kagame du Rwanda et le président de la République Alassane Ouattara. L'ex-présidente du Libéria a reçu différents hommages, dont celui vibrant du président de la République Alassane Ouattara, qui a salué en elle les qualités de vrai leader qui a réussi en 12 ans de présidence à jeter les bases de la stabilité au Libéria, ravagé par de longues années de guerre, en dotant ce pays d'institutions démocratiques. Il a aussi souligné la contribution de l'ex-présidente du Libéria à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, grâce à la création, avec son soutien, d'un conseil conjoint de chefs traditionnels vivant des 2 côtés de la frontière ivoiro-libérienne. Ellen Johnson-Sirleaf, première femme à recevoir le prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Ce prix, créé en 2007 par la fondation Mo Ibrahim, vise à honorer les dirigeants qui ont eu un impact transformatif sur leur pays, a précisé le président du comité d'attribution du prix, Dr Salim Ahmed Salim,
ancien Premier ministre de son pays, la Tanzanie. Ce prix est accompagné d'une dotation financière d'un montant de 5 millions de dollars, soit l'équivalent de 2 milliards 500 millions de francs, qui sont versés de manière échelonnée aux lauréats sur une période de 10 ans. En outre, passé ce délai, le lauréat perçoit 200 000 dollars, soit l'équivalent de 100 millions de francs par mois, jusqu'à la fin de ses jours. L'ex-président du Libéria, qui fêtera ses 80 ans en octobre prochain, a annoncé qu'elle entend se consacrer désormais à la création d'un centre pour la promotion et le développement des femmes qui sera établi à Monrovia, la capitale du Libéria. Il était en mission à New York aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a multiplié sur place les séances de travail. À l'ONU, il a pris part à un panel de haut niveau et s'est entretenu avec plusieurs personnalités, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Michel Digré, envoyé spécial aux États-Unis. C'est l'un des temps forts de la mission du ministre des Affaires étrangères à l'ONU. Sa participation en tant qu'invité spécial au dialogue interactif. Les échanges ont porté sur le renforcement du rôle des Nations Unies dans la consolidation de la paix. Le ministre Marcel Amontano a démontré comment la croissance économique a contribué à la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire après plusieurs années de conflit. Les Nations Unies ont aidé mon pays à consolider la paix après la crise qu'il a connue. Aujourd'hui, après la fin de la mission de l'ONUCI, le pays s'est résolument engagé à pérenniser la paix grâce à l'impact positif de son développement économique. Les résultats témoignent de cette dynamique, car 95% des réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. L'environnement sécuritaire est satisfaisant, la gouvernance s'améliore en permanence, les institutions sont stables et se consolident. L'économie est solide et génère de nombreuses opportunités pour les jeunes et les couches les plus fragiles de la société, avec un taux de croissance moyen de 8 à 9% depuis 2012. Pour Marcel Amontano, le modèle ivoirien de sortie de crise doit servir d'exemple. L'expérience ivoirienne en matière de consolidation et de pérennisation de la paix a vocation à être poursuivie et renforcée. Elle enseigne qu'il est possible de construire une paix durable, dans le respect de la démocratie et des droits humains, même après une grave crise. Après ce panel, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a eu des audiences avec plusieurs personnalités onusiennes, dont Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU. Marcel Amontano a également été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Faisant le point de cette mission, il s'est prononcé sur le rôle que la Côte d'Ivoire entend jouer au sein du Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des 15 pays qui décident de l'avenir du monde. Nous exécutons notre mission pendant ces 2 ans en toute responsabilité et en toute indépendance, conformément à nos idéaux. Et les idéaux de la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est le dialogue. Quelle que soit la nature des conflits, seul le dialogue permettra de les résoudre in fine. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, était à Paris, en France, où il a pris part à la rencontre sur la lutte contre le terrorisme et son financement. En marge de la rencontre, le ministre Sidiki Diakité a échangé notamment avec la ministre française auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en mission à Toronto. Au cœur de leur entretien, la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Présent à Paris dans le cadre de la première conférence internationale ministérielle sur le terrorisme et son financement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a été reçu en audience par les autorités françaises. Avec Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en mission à Toronto, il était question de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Les échanges se sont articulés également autour des obstacles qui entravent la coopération internationale entre les cellules de renseignement financier, les agences de renseignement, les services de police et les appareils judiciaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et son homologue français sont focalisés également sur le partage et les échanges de bonnes pratiques visant à encourager les États à améliorer leur organisation afin de recueillir, analyser et échanger efficacement
le renseignement financier. Après cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et sa délégation vont échanger également avec plusieurs personnalités françaises ainsi que les structures internationales en charge de la sécurité. De l'autre côté du globe, l'Association des raffineurs et distributeurs africains était en Assemblée générale, c'est en Afrique du Sud, une rencontre autour du thème « Allons de l'avant ». Les experts du pétrole appellent à l'utilisation de carburants propres par les pays africains et la réduction du taux de soufre d'ici à 2020. Jean-Luc Bangbo. Comment obtenir des carburants propres en Afrique? Cette préoccupation était au cœur de la 13e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs africains, ARA. Pendant 3 jours, 500 experts de l'industrie pétrolière se sont réunis en Afrique du Sud à Cape Town pour évaluer les avancées sur l'introduction des carburants propres en Afrique. Depuis 2007, l'ARA a mis en place une feuille de route. Celle-ci vise à aligner les spécifications des carburants africains aux normes européennes. L'Afrique ne doit pas être en reste. Nous avons encore renforcé davantage la réflexion et les débats sont allés également dans un sens en profondeur. Après la réussite des 3 premières étapes, le mot d'ordre est d'arriver en 2020 à une 4e étape dénommée Africat. Objectif, obtenir du carburant avec un taux de soufre plus faible en Afrique. Un véritable challenge. La CIR, depuis les années 2008, avait anticipé déjà des études pour se mettre en conformité par rapport aux spécifications Afrique 4. Malheureusement, c'est des investissements très élevés. 2020, c'est déjà demain. Ce sera difficile à tenir, mais on a bon espoir qu'au plus tard, en 2025 ou en 2023, ce sera fait. Mais ce qui compte finalement, c'est la direction vers laquelle on va. En incitant à l'utilisation de carburants faibles en soufre, l'ARA entend contribuer à la préservation de l'environnement. La vraie question, c'est la qualité de l'air. Le problème, il a au moins déjà 2 piliers. La qualité du carburant, mais il y a aussi la qualité du parc automobile. Le 3e pilier, c'est le contrôle. Comment faire en sorte que les mesures qui seront prises seront suivies. Les défis sont colossaux. À ce jour, seul le Ghana a passé la barre Africat pour le gasoil. Toutefois, les volontés politiques d'accompagner le projet sont manifestes. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'État a interdit l'importation de véhicules âgés de plus de 5 ans. Créée en 2006, l'Association des raffineurs africains s'est engagée dans la promotion de carburants propres en Afrique pour l'amélioration de la qualité de l'air. Et de juste le continent africain, au Maroc, se tient depuis le 24 avril la 13e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture du Maroc. Le salon a ouvert ses portes dans la ville impériale Meknès et cette vitrine de l'agriculture marocaine a pour pays d'honneur cette année les Pays-Bas. Notre envoyé spécial, Noël Niagno, vous allez le voir, fait un tour dans des stands de la Côte d'Ivoire, des stands qui drainent du beau monde. Notre terre, notre richesse, vérité démontrée par le Maroc depuis 13 ans, qu'il prend rendez-vous avec les agriculteurs d'Afrique et du reste du monde. Mais vérité aussi pour bon nombre de pays d'Afrique au sud du Sahara, présents à ce salon de Meknès. La raison, l'agriculture pèse pour la quasi-totalité de ces pays plus de 30% de leur produit intérieur brut. Comment rendre visibles les composants de cette agriculture, les améliorer au contact des autres par les rencontres, les échanges d'expériences de toutes sortes et de toute nature. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, est venue avec ses références. Le cacao, l'anacarde, la nouvelle coqueluche, ses produits du terroir, une vitrine de présentation de sa politique de transformation des produits agricoles. Mais à Meknès, la cible 2018 de la Côte d'Ivoire, c'est surtout la conquête des professionnels du café et des consommateurs de ce produit avec une gamme de produits régionaux tracés. En même temps que nous essayons d'intensifier la production du café, nous essayons donc de relancer le potentiel des importations du café à l'étranger, notamment dans les pays comme le Maroc et d'autres pays. Je puis vous dire que les Marocains apprécient fortement le Robusta de Côte d'Ivoire. Et la preuve, c'est que par jour, nous ne servons pas moins de 60 litres de café aux visiteurs qui viennent nous rendre visite sur notre stand. Et il faut aussi savoir que la spécificité du café ivoirien, c'est que ces terroirs ont pu être identifiés avec des saveurs spécifiques. Nous avons par exemple dans la région de l'Antilope, nous avons le terroir de la Nawa, de l'Indénié, du Bélier, du Tonkui et surtout du Sanwi. Donc tous ces 7 terroirs-là ont des spécificités qui peuvent intéresser des opérateurs dans le café au Maroc. Comme la Côte d'Ivoire, le Gabon a fait le déplacement de Meknès, dénominateur commun
de ces deux pays, rendre visible le potentiel gabonais, mais surtout hisser l'agriculture gabonaise à un niveau appréciable avec les expériences des autres. Le Gabon s'est résolument engagé vers la transformation de son agriculture. C'est une exigence aujourd'hui. Nous avons un grand programme, je veux dire, le programme Graines que le Gabon a lancé. C'est un peu le plan Marshall dans le secteur agricole. Ce programme aujourd'hui connaît une réussite et nous voulons faire partager ce programme-là à tous les participants du Salon international de l'agriculture parce que nous pensons que l'agriculture peut être le nouveau pétrole du Gabon. Voilà qui prouve bien que notre terre, notre richesse à Meknes va devenir le nouveau pétrole du Gabon en Côte d'Ivoire. C'est la palissade parce que c'est connu et admis de tous que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je vous invite maintenant à voir cette rencontre des ministres ivoiriens, burkinabés, ghanéens et maliens chargés des ressources en eau. Ces ministres se sont retrouvés ici à Abidjan pour plancher sur la gestion durable des fleuves Comoé, Bia et Tanoé. Ces fleuves traversent ces 4 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au centre des réflexions, la création d'une autorité pour la gestion des fleuves. Explication détaillée avec Francis Poifo. Les fleuves Comoé, Bia et Tanoé traversent la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali. C'est un atout pour ces pays au moment où le problème d'eau se pose avec acuité dans beaucoup de pays africains. En vue d'une meilleure gestion de ces ressources, le Conseil des ministres de l'autorité de bassin Comoé, Bia, Tanoé a adopté plusieurs résolutions après 2 jours de réflexion à Abidjan. Les ministres ont exprimé leur volonté politique et leur détermination à mener à terme le processus de mise en place de l'autorité de bassin Comoé, Bia, Tanoé. Ils invitent les partenaires techniques et financiers à accompagner cette initiative qui contribuera assurément au développement socio-économique des zones couvertes par les bassins de la Comoé, de la Bia et de la Tanoé, au bénéfice donc des populations locales. Les bassins hydrologiques des fleuves Comoé, Bia, Tanoé, c'est une superficie de 104 800 km² qui couvre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali. La création d'une organisation de bassin répond au souci premier d'être un cadre de concertation au sein duquel s'harmonisent les efforts des États membres en vue d'assurer une gestion consensuelle du dit bassin. Le rôle d'une organisation de bassin consiste, en effet, à offrir aux États un espace de dialogue en vue de favoriser les consultations de manière permanente sur les initiatives de développement en cours ou projetées dans cet espace. Le Conseil a décidé de confier le siège de l'autorité de bassin Comoé, Bia, Tanoé quand il sera créé à la Côte d'Ivoire et désigner le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, président par intérim du Conseil des ministres. Au chapitre politique de ce 20h, le RDR qui prépare son 4e congrès extraordinaire, le secrétariat général adjoint chargé entre autres de la documentation et le rassemblement des enseignants républicains organise donc un symposium sur le thème « Le parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire ». La présidente du parti, Henriette Diabaté, a pris part à la rencontre. Abou Sanogo. Un symposium sur le parti unifié qui marque la rentrée solennelle du secrétariat général adjoint du RDR chargé de l'école du parti et de la documentation, co-organisé avec le rassemblement des enseignants républicains. Il s'agit pour les intellectuels trustés par l'école du parti et le rassemblement des enseignants républicains de mener la réflexion sur le thème « Le parti unifié, la nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire ». Il s'agit donc de soumettre à la réflexion la question du parti unifié pour bien mettre en évidence son importance. Ce symposium a pour but, n'est-ce pas, de donner des éléments de langage pour faire une prospective, pour voir quels sont les gains que le RHDP a apportés au pays depuis son accession au pouvoir d'État en 2011 véritablement, et puis quelles sont les perspectives que le RHDP nous promet, n'est-ce pas, c'est une fois constitué en parti unifié. La présidente du parti, Henriette Diabaté, attache du prix aux réflexions qui seront menées pour préparer les travaux du 4e congrès extraordinaire du RDR. Ce symposium est une activité de première importance. Il doit marquer notre capacité à promouvoir le contenu politique de l'accord du 10 avril 2018, signé par tous les partis membres du RHDP.
Je tiens cette réunion pour une véritable réflexion scientifique. Une réflexion dont les résultats nous instruiront sur les fondamentaux qui régissent un parti unifié. L'école du parti, un précieux outil pour le RDR face aux enjeux actuels du futur. Thème de la leçon inaugurale prononcée par la secrétaire générale du RDR, Kandia Kamara. L'école du parti et de la documentation contribuera à mieux faire comprendre l'idéologie et les idéaux du RDR. Elle doit favoriser la création d'un cadre afin de convoquer les voix d'une pluralité d'acteurs. Je vous mets officiellement en mission pour faire de l'école du parti cet outil précieux qui permettra au RDR d'être une force intellectuelle au sein du parti unifié que nous mettons en place avec le PDCI, l'UDPCI, l'UPCI, le MFA et le PIT. Autre temps fort de la cérémonie, la remise officielle de la carte de l'école du parti à la présidente Henriette Dagri Diabaté. Environ 500 participants prennent part aux travaux de ce symposium. L'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UPCI, a tenu ce samedi son deuxième congrès extraordinaire autour du thème l'UPCI à l'heure du parti unifié, enjeux et perspectives. Au thème de ce congrès extraordinaire, les délégués de l'UPCI disent non au parti unifié, mais restent ouverts au dialogue. L'ancien ministre Nyamia Konan a lancé officiellement le mouvement La Nouvelle Côte d'Ivoire. Il en est le président. Objectif visé, répondre selon lui à une aspiration des populations. Il a exhorté par ailleurs les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de prendre part aux échéances à venir. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Un nouveau mouvement dans le paysage politique ivoirien. La Nouvelle Côte d'Ivoire. Mouvement qui s'est donné pour credo la probité, l'intégrité et la bonne gouvernance. Selon son président Nyamia Konan, la création du dit mouvement répond à une aspiration d'une partie de la population, c'est-à-dire le changement. Il invite donc tous les bords politiques à rallier la cause de son mouvement. Nous avons choisi la voie d'un mouvement politique ouvert à tous, Ivoiriens du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du centre. Toute obédience politique sont bienvenues à la Nouvelle Côte d'Ivoire. Nous voulons œuvrer pour le bien-être et la prospérité de tous les Ivoiriens. Le président du mouvement La Nouvelle Côte d'Ivoire entend parcourir toutes les contrées du pays pour véhiculer son message. Il appelle ainsi les jeunes et plus particulièrement les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Voilà, notez que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale informe les populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 30 avril n'a pas été déclaré jour férié et chômé. C'est plutôt le mardi 1er mai, jour de la fête du travail, qui est décrété jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le village de Fouenan, situé à 21 km de Touba, dans la région du Bafing, vient d'inaugurer sa nouvelle maternité et son château d'eau. La maternité est l'œuvre du gouvernement ivoirien et le château d'eau, un don d'un fils du village. On en sait plus avec notre correspondante Aman F. À Fouenan, un village de la sous-préfecture de Fungbeso, dans le département de Touba, région du Bafing, les femmes, pour accoucher, parcouraient plusieurs kilomètres, ce qui souvent occasionnait des tracas. Il n'y avait pas maternité. Avant de quitter à Fouenan, pour se rendre à Touba, vraiment, il y a des difficultés aussi qui peuvent se manifester. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, Fouenan a une maternité. 12 villages, y compris Fouenan, seront desservis pour une population d'environ 5000 âmes. Une immense joie pour tous. Avoir une maternité dans mon village, je ne sais pas. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Ça va changer les mentalités. Ils vont plus venir à l'hôpital. Ce village a de la chance. Donc tout ce qui peut nous animer, c'est vraiment la joie et une vraie gratitude à l'égard de tous les donateurs. L'inauguration de cette infrastructure sociale de base, une occasion d'exhorter les agents de santé à mettre l'accent sur l'accueil et la communication et d'inviter les différentes populations à fréquenter cette structure sanitaire. C'est avec une seule fonction d'un hôpital, c'est-à-dire l'option de soins.
Mais l'option de prévention, vous la négligez. Donc je souhaite que vous allez au centre de santé, non seulement pour vous soigner, mais surtout pour avoir des conseils, pour éviter d'être malade. Je voulais vraiment dire à nos mamans de venir à la consultation prénatale. C'est pour cela qu'on a construit ce centre-là. Et de venir accoucher ici. En plus de la maternité, Fouenan dispose désormais d'un château d'eau, mettant ainsi fin au calvaire des ménages pour avoir de l'eau potable. Le château d'eau est un don d'un fils du village. La mise à disposition de ces infrastructures sociales de base permet à la localité de Fouenan de poser de grands pas vers son émergence. Reste à combler les insuffisances dans le secteur de l'éducation, en dotant cette localité d'un collège de proximité. À l'étranger, le Togo qui vient de célébrer le 58e anniversaire de son indépendance, le président Faure Gnassingbé, qui fait face à une contestation de son pouvoir par l'opposition, a redit sa ferme volonté de respecter le calendrier électoral de cette année 2018. On passe à présent à la page culture de ce 20h et on commence avec de la littérature. La littérature, je vous propose la cérémonie de présentation du livre intitulé Magic System, le mystère Premier Gaou. C'est une œuvre biographique, une œuvre dans laquelle est rapportée la vie des Gaou magiciens à Anoumambo. Issa Tchonon Yeo. L'histoire pathétique et passionnante du groupe Magic System dans un livre. C'est désormais chose faite. Magic System, le mystère Premier Gaou, retrace tous les grands moments de la vie des 4 garçons d'Anoumambo. De la galère au succès, en passant par les différentes sorties d'albums. Tout y est pour édifier le lecteur sur le parcours atypique de ce groupe Zouglou. C'est un message d'espoir tout simplement pour dire il faut garder le sourire, comme on le dit dans le texte de 4e de couverture, garder le sourire, ne jamais abdiquer, croire en soi, avoir une vision et se dire on peut y arriver. Et c'est ce que Magic System démontre à travers son parcours. Le groupe Magic System, à force de travail et d'abnégation, est aujourd'hui sur le toit du monde. Le livre n'est que juste récompense pour une aventure musicale difficile, mais palpitante. La sortie de ce livre est comme un testament à tous nos fans. Ce livre, ce n'est pas seulement même une thérapie, mais pour toute personne qui perd espoir, rien que les 10 premières pages de ce livre, ça vous redonne tout de suite l'envie de reprendre goût à la vie. Parce que toutes les péripéties du groupe ont été racontées dans ce livre, Le mystère Premier Gaou. Ce livre de 184 pages subdivisé en 11 chapitres a été dédicacé en marge de la 11e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA, par le groupe Amarkori en présence de nombreuses femmes. Un autre auteur, le ministre Maurice Kwaku Bandama, auteur du conte romanesque Le fils de la femme mâle, a dédicacé lui son œuvre cette semaine. C'était à des enfants dans un groupe scolaire à Cocody. Et ces enfants ont pu échanger avec le ministre Bandama, auteur, et partager avec lui leurs expériences de lecture. Sephora Zegui, Patricia Mouetia. Un livre porteur de rêves, de justice, d'amour. Dans son œuvre, Le fils de la femme mâle, Maurice Kwaku Bandama est à la recherche du bonheur. Préfacé par Pierre Nda, professeur titulaire de lettres, l'œuvre est un récit d'aventure imaginaire, un conte. Le style léger plonge le lecteur dans l'histoire d'un personnage insolite nommé Aoulemba Tankan. Nous montrons dans ce livre un mode de leadership. Le leader travaille pour le bonheur de ceux dont il a la charge, qui dénoncent toujours les maux qui minent nos sociétés. C'est l'injustice, c'est la dictature. Le fils de la femme mâle est un conte romanesque qui a traversé les âges, mais qui reste encore toujours d'actualité. Il s'adresse aux adultes et universitaires. Cependant, des élèves lui ont manifesté de l'intérêt. Ils sont en classe de 6e ou de terminale. Ils ont partagé leurs expériences de lecteurs au cours d'une séance de dédicace organisée dans leur groupe scolaire. Il y a plusieurs leçons de cette lecture, surtout la force tranquille. Elle nous dit de ne pas s'engager involontairement sans réfléchir dans une action. J'ai tiré plusieurs leçons, telles que l'humilité, l'acharnement, la confiance en soi, le courage. Le fils de la femme mâle est paru en 1993 et a été réédité par Fratmat Éditions en 2013 dans sa collection Plume d'or.
25 ans après, l'œuvre continue d'intéresser même les plus jeunes. 172 pages, divisées en 3 parties, elle est constituée de 5 chapitres. Rappelons que ce premier roman de Maurice Kwaku Bandama lui a valu en 1993 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et on en arrive à l'entretien avec notre invitée de la page culture de ce 21. Nous sommes en compagnie de notre invitée, Mme Constance Mariam Komara. Je rappelle, vous êtes l'auteur du roman La couleur de l'argent. Alors avant notre entretien, je vous invite à suivre ce résumé de votre ouvrage, résumé avec Franck Kouadio. Eh oui, il est bien indispensable. C'est même une sorte de divinité pour certains. L'argent, pas d'odeur et surtout pas de couleur. Mais attention, Constance Komara Mariam, auteur ivoirien, avec son premier roman, décide de nous en faire voir la couleur, donc la teneur, à travers cette production où réalisme et onirisme livrent des tranches de vie de personnages divers, mais à la trajectoire perpendiculaire. Adam, qui vend son âme au diable, habille l'esclave sexuel et des personnages comparses, les guides religieux. Le roman est jugé délicieux et douloureux, avec une écriture fragmentée et sobre, demeurant cependant vivace selon le préfacier. Constance Komara Mariam, certes, est à son premier roman, mais elle reste une nouvelliste convaincue. Pouvoir de femme, obsession, avec conviction, sont certains de ses recueils. Elle est titulaire d'un master en éducation. Voilà, Mme Komara, vous parlez de la couleur de l'argent. Mais il ne s'agit pas de la couleur en tant que telle. Non. C'est une image pour parler du gain qu'on récolte après un labeur, après un ouvrage. D'accord. C'est de cela que je parle. Et votre personnage principal, Adam, elle rêvait d'être riche et elle y parviendra, mais au prix d'un pacte scellé avec un démon. Oui, malheureusement, nous sommes dans une société mercantile où l'argent est la clé qui ouvre toutes sortes d'horizons. Pour se soigner, on a besoin d'argent. Pour manger, on a besoin d'argent. Et quand on n'en a pas, c'est un véritable problème. Adam, jeune commerçante, elle aspirait à agrandir son commerce. Mais malheureusement, elle n'était pas patiente. Elle voulait être riche. Elle voulait être riche rapidement. Et elle a reçu une clé. Elle a reçu une clé. C'était la clé du bonheur. Cette clé lui a donné le bonheur pendant un moment. Et puis après, elle s'en est lassée. D'accord. Elle a vu que véritablement l'argent n'a pas fait son bonheur comme elle s'y attendait. Que pensez-vous du chemin qu'elle a emprunté? Malheureusement, le chemin emprunté par Adam est un chemin que beaucoup de jeunes empruntent aujourd'hui. Signer des pactes avec le diable pour s'enrichir, ce n'est pas éternel, généralement, ce n'est pas périn. Et donc, Adam, à ses dépens, l'a compris. Et puis, bon, finalement, elle a fait machine arrière. Heureusement. Heureusement pour elle. La couleur de son argent était rouge. C'est dans votre ouvrage que j'ai vu la couleur de l'argent de l'argent d'Adam. Oui. C'était donc vous parliez de l'origine satanique de cet argent. Effectivement. Mais au fond, est-ce que Adam n'a pas été prise au piège par ce démon? Est-ce qu'elle pouvait l'éviter? Elle n'a pas fait appel à ce démon, mais il s'est imposé à elle. Il s'est imposé à elle, mais elle n'aurait pas dû récupérer la clé qu'il lui a remise. Cette clé qui a ouvert les portes de l'enfer. Voilà, cette clé, c'était le pacte qu'elle venait de signer avec ce démon-là, vraiment à son corps défendant, puisqu'il vivait avec elle depuis des années. Mais le fait de recevoir la clé, de récupérer cette clé, rentrer chez elle avec, ben, c'était le pacte qu'elle venait de signer. C'est vrai qu'elle luttait, mais elle devait refuser, donc la volonté. La volonté, il faut qu'elle soit forte pour résister aux tentations. D'accord. Alors, sous la brillance donc du luxe, Adam souffle le martyre avec le démon. Ses nuits sont agitées, troublées. Absolument. Mais comment s'en sort-elle? Finalement, elle décide qu'il faut qu'elle passe à une autre étape de sa vie. Avec ce démon qu'elle transportait, elle n'arrivait pas à se marier, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et elle se lance dans une quête spirituelle. Pourtant, elle était riche. Elle se permettait des voyages dans des hôtels. Mais finalement, elle a compris qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, il y a la cellule familiale qu'elle voudrait bien créer. Et donc, pour cela, il fallait se débarrasser de son démon. Donc, elle s'engage dans une quête spirituelle. Et finalement, elle arrive à se débarrasser de ce démon-là. Et il y a des étapes. Quand on suit votre ouvrage, il y a la volonté, il y a la décision d'Adam. Après, elle revient en arrière, elle faiblit. Et finalement, elle s'arme de courage, elle décide de dire non, j'arrête, et puis elle y parvient.
Et c'est un message que vous adressez à vos lecteurs? Que j'adresse à mes lecteurs, que j'adresse surtout à cette nouvelle génération, comme on le dit dans notre langage ivoirien, la génération pressée. Et pour pouvoir acquérir la fortune, ou bien pour pouvoir être riche, je pense qu'il faut aller patiemment. Il faut faire son chemin et c'est ce qui nous garantit véritablement une fortune éternelle. D'où la couleur de l'argent. La couleur de l'argent. Parlons de l'origine de cet argent que nous avons. Effectivement. D'accord. Alors, finalement, quand on vous suit, on comprend que l'argent ne fait pas le bonheur. Non. D'accord. En plus de la cupidité, vous pointez du doigt l'immigration clandestine avec votre personnage, cet autre personnage, principal en guillemets, Abi, qui a souffert le martyre à Dubaï. Elle a souffert le martyre, ce sont des conséquences de l'immigration. Elle suit son époux qui a immigré à Dubaï et malheureusement ce dernier décède. Mais avant de décéder, le patron informe Abi que son mari s'était endetté. Il va falloir qu'elle rembourse le prêt que son patron a consenti à son mari avant de pouvoir rentrer en possession de son passeport et rentrer enfin dans son pays. Pourtant, elle était heureuse dans son pays au Sénégal. Son Eldorado était là, au Sénégal. Elle n'y a pas cru. Et bon, elle allait se laisser berner par l'horizon. Mais heureusement qu'elle est retournée. Et elle est retournée à la terre. On voit dans votre ouvrage qu'elle est devenue agricultrice à son retour au pays. Elle a repris les anciennes terres de son grand-père. Alors, quel est le message donc que vous adressez à tous ces candidats à l'immigration clandestine? Comment les dissuader? Parce que le flot continue d'augmenter. Oui, le flot continue d'augmenter. Malheureusement, il faut qu'on puisse leur faire comprendre que le bonheur peut se faire ici. On n'a pas besoin, comme je l'ai dit, d'être immensément riche pour être heureux. Avec le peu qu'on peut gagner, autant préserver sa vie ici et puis créer son bonheur avec ce qu'on a. Abi l'a compris. Elle est rentrée, elle a décidé de reprendre les terres de son grand-père et elle est heureuse. Parce que bon, elle est agricultrice et bon, son argent a une bonne couleur, puisqu'elle y vit bien. Et justement, votre roman, La couleur de l'argent, est un happy end. On a l'impression que tout est rose, on peut souffrir et puis facilement s'en sortir. Oui, mais les personnages ont traversé quand même des épreuves difficiles. Il ne faut pas quand même leur faire vivre le reste de la vie avec toutes ces épreuves-là. Donc effectivement, j'en ai fait des happy ends parce qu'au-delà de tout, bon, il faut que le bonheur nous accroche et nous permette de vivre. L'immigration, la cupidité qui pousse des gens à des sacrifices, à des actes rituels. Vous parlez aussi de l'excision. L'excision et ses conséquences. Malheureusement, depuis des décennies, il y a des campagnes qui sont menées contre l'excision. Mais l'excision continue de sévir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Et elle a des conséquences dramatiques. Et on a vu avec l'épouse de Kiefi. L'épouse de Kiefi qui a été excisée. Et bon, malheureusement, elle n'arrive pas à vivre sa vie conjugale avec son époux. Et si vous mettez l'accent sur les conséquences, on a vu que vous avez dit dans votre ouvrage, l'épouse de Kiefi, elle n'a pas été excisée mais mutilée. Oui, mutilée et elle en garde des graves séquelles où il faut passer véritablement par la chirurgie pour pouvoir la réparer. C'est dramatique. Et donc c'est encore un point que je lance dans le panier de cette lutte contre l'excision. Et donc, on continue la lutte pour pouvoir sauver toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles-là qui demain vont souffrir des conséquences de l'excision. La vie n'est pas facile. Non. Il y a un chemin. Oui. Et donc, cette clé-là, quelle est la clé que vous proposez à vos lecteurs qui vous regardent ce soir? Je leur demande de s'armer de patience. Parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours le bonheur. Donc, il faut être patient et puis après, on est heureux. En tout cas, merci beaucoup Constance Mariam Komara d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. La couleur de l'argent. La couleur de l'argent, il faut découvrir et puis voir la meilleure couleur de l'argent pour mieux vivre. Et on espère qu'on aura un deuxième roman tout de suite. Il est en chemin. Votre roman, on le déguste facilement et je le conseille, je le recommande à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Très belle soirée sur RTI1.